suis très heureux d'accueillir Monsieur le directeur, Frédéric. Pourquoi il n'avait pas de micro? Nous sommes des amis de longue date et j'ai eu le privilège de travailler avec lui pour une réforme qui est maintenant devenue une réalité à travers toute l'Europe, puisque c'est la généralisation de ce qu'on a appelé au départ le 358, puis le LMD, c'est-à-dire je dis souvent que ça correspond à ce qu'a été l'euro en économie, c'est l'euro de l'enseignement supérieur, puisque c'est l'uniformisation des conditions de diplôme de l'enseignement supérieur. Mais on est là pour parler de l'attractivité universitaire. Comment voyez-vous l'attractivité des universités françaises, ce qu'il faudrait faire pour qu'elles soient plus grandes, et en quoi l'attractivité est en soi utile au pays et utile à la construction européenne aussi. Belles et vastes questions, cher Jacques. Merci beaucoup d'entamer le débat de la sorte, en nous éloignant un tout petit peu des territoires, mais sans doute pour y revenir dans le courant de notre échange. Je crois que les gouvernements successifs, depuis au moins une quinzaine d'années, se posent cette question de l'attractivité de l'université française, en y apportant des réponses qui ont varié au fil du temps, mais qui témoignent d'une volonté continue de structurer cette université française autour de pôles pensés selon des dynamiques géographiques, veillant à essayer de conjuguer les forces que les territoires recèlent en matière universitaire. Et notamment poursuivant ce rêve qui était déjà inscrit dans le rapport auquel vous faisiez allusion, notre travail de 1998, qui est de rapprocher en France l'université des grandes écoles, c'est-à-dire les modes de formation élitistes et sélectifs de ceux qui accueillent la plus grande partie des étudiants et qui souffrent sans doute aussi, pour ce qui les concerne, de la difficulté à sélectionner et à se hisser au niveau des meilleurs mondiaux. Donc je pense que ce mouvement qui a été engagé, disons, aux alentours de 2007 et qui s'est prolongé depuis, ce mouvement qui a consisté à créer des pôles universitaires en France de visibilité et de taille mondiale, nous commençons à en voir les fruits maintenant. Ça se traduit notamment dans ces instruments un peu imparfaits que sont les classements internationaux, et celui qui est le plus connu, bien sûr, c'est celui de Shanghai, dans lequel nous avons vu apparaître, lors de la dernière mouture de ce classement de Shanghai, des universités françaises dans les 40 premières, ce qui n'était pas arrivé depuis la création de ce classement. Cette attractivité, elle est évidemment vitale pour le pays, parce qu'elle signifie qu'il est capable d'attirer les meilleurs étudiants, les meilleurs cerveaux du monde, dans un monde de l'enseignement supérieur qui s'est totalement globalisé, dont les frontières nationales ont disparu sans doute au tournant des années 90-2000, et donc il y a en effet une compétition mondiale qui se joue. Mais cette compétition mondiale, et ça nous ramène peut-être au sujet du jour, elle ne doit pas faire perdre de vue la nécessité de penser les universités comme des acteurs au sens plein de leur territoire. En d'autres termes, avoir une projection qui soit celle de la planète pour aller chercher les meilleurs enseignants et attirer les meilleurs étudiants, ne doit pas conduire les universités à négliger leur ancrage dans les territoires dans lesquels elles sont installées, et le dialogue avec ces territoires qui, du reste, ont pris eux-mêmes conscience au fil des 15 ou 20 dernières années de l'importance que ces universités pouvaient représenter du point de vue de l'attractivité, du rayonnement, du développement économique, etc. Alors, en dehors du cas particulier de Sciences Po, qui fournit une réponse à la question que je vais poser, qu'est-ce que dit la doctrine et l'expérience et les faits à l'échelle mondiale? Est-ce qu'il vaut mieux une université dans la ville, une université à l'extérieur de la ville? Est-ce que les universités doivent être des lieux d'attraction de la ville qui se déplacent vers l'université? Ou est-ce qu'au contraire, c'est la ville qui doit attirer l'université en son sein? Qu'est-ce qui est mieux pour la ville, pour l'économie positive, c'est-à-dire la qualité de vie tant des étudiants que des urbains, sachant que la France a choisi de chasser les étudiants des villes après mai 68 pour des raisons évidentes, rejoignant ainsi ce qui se passait aussi aux États-Unis? Comment est-ce qu'on peut juger ça aux yeux de ce qui se passe à travers le monde? Je crois qu'il n'est pas aisé de tirer des lois générales de ce qu'on peut observer en France aujourd'hui. Vous avez raison de dire que le mouvement qui a caractérisé les 30 ou 40 dernières années, en tout cas en effet depuis mai 68, ça a été un mouvement de création de campus ou d'ensembles universitaires dans la périphérie des villes, dans le monde suburbain, voire ultra-suburbain. Et on ne peut pas dire que ce mouvement soit totalement éteint aujourd'hui. Quand la France investit massivement
dans un campus comme celui de Saclay, elle fait le pari d'un équipement universitaire de rang mondial qui se déploie en périphérie de la grande agglomération parisienne et dans des zones qui sont aujourd'hui des zones quasiment rurales, enfin en tout cas d'agriculture. Pour moi, c'est une erreur, je peux le dire publiquement, c'est une erreur parce que c'est pas en ville, c'est une erreur parce que ça prend sur les territoires agricoles, puis c'est une erreur parce que c'est pas au bord de la mer. Donc il y a 3 raisons pour lesquelles c'est une erreur. Sur le 3e point, je vous rejoins ô combien. Nous avons la chance d'avoir un campus au Havre et c'est en effet un grand bonheur que de songer que nos étudiants étudient ainsi au bord de la mer. Je pense que nous assistons en effet, et ça c'est intéressant, à un mouvement donc inverse de celui que nous décrivions, qui est un mouvement dans lequel certaines communes font l'analyse qu'une implantation universitaire en cœur de ville est un levier très puissant pour la réhabilitation urbaine, pour redonner de l'attractivité aux centres urbains et recréer de la mixité d'usage et d'occupation dans des zones qui en manquent. C'est ce que nous avons, nous, pu expérimenter au travers d'une expérience qui a vu le jour au début des années 2000, et donc qui a maintenant 20 ans de vie, qui a consisté pour Sciences Po à créer des campus dits déconcentrés dans des villes moyennes, en dehors de Paris. Ça a commencé à Nancy, ça s'est poursuivi à Poitiers, à Dijon, au Havre, à Reims, à Menton. Et donc là, nous avons vu des élus locaux, parce que c'est d'eux qu'est venue la proposition et la prise de conscience, investi du sentiment qu'une présence universitaire en cœur de ville était un levier très fort d'attractivité et de rayonnement, qui ont investi pour la réhabilitation de bâtiments qui étaient propres à recevoir ces activités universitaires. Et je crois que dans ce mouvement, qui pour nous aussi se concrétise à Paris avec la création d'un nouveau campus de cœur de ville, dans ce mouvement se dit quelque chose qui est assez important sur notre période. Et là, nous rejoignons les préoccupations qui sont les vôtres en matière d'économie positive. Si on veut penser demain une ville qui soit accueillante à tous et qui soit capable d'accueillir des jeunes et des vieux, ou dans le 7e arrondissement de Paris, pas simplement des résidences de luxe ou du commerce de luxe, mais également des étudiants qui viennent d'un peu partout dans le monde. Si l'on veut cela, donc, il faut être capable de penser la ville comme un lieu qui doit pouvoir accueillir l'université en son sein. Je crois que c'est aussi une conception peut-être plus respectueuse de l'environnement, de ce que seront les mobilités de demain et les besoins en infrastructure. Donc reconcentrer un peu d'activité académique et scientifique dans les cœurs de ville, je crois que c'est un mouvement qui accompagne les évolutions que notre planète est en train de connaître. Quels sont à votre avis les exemples les mieux réussis ou d'un développement universitaire qui aurait attiré une ville vers le mieux, sans prendre pour autant des exemples de villes qui, par elles-mêmes, avaient toutes les raisons de réussir, ce qui est le cas de Paris, enfin, qui pourrait échouer, mais qui avait des raisons de réussir. Est-ce qu'il y a des villes qui ont réussi grâce à la création de centres universitaires significatifs intramuros à retrouver ou à trouver un sens qu'elles n'avaient pas autrement? Il s'en trouve en effet. Alors, je n'ai pas nécessairement d'exemples français qui me viennent immédiatement à l'esprit, même si beaucoup de communes de tailles diverses du reste ont consenti des investissements qui ont été significatifs à leur échelle et qui ont produit des effets significatifs aussi sur leur attractivité. Citer les communes dans lesquelles nous sommes, ce serait un peu présomptueux, ça donnerait à penser que Sciences Po a été un vecteur d'attractivité à soi tout seul. Je pense que c'est un peu le cas, mais nous n'avons pas à ce stade des chiffres que je pourrais citer sur cette scène qui pourraient étayer ce point de vue. Je crois qu'on a vu des phénomènes de la nature de celui que vous décrivez se produire au Royaume-Uni, dans des villes notamment qui avaient subi une perte de substance du fait de la crise industrielle, villes du nord de l'Angleterre qui sont devenues des villes universitaires significatives, avec le retour d'une population jeune et la capacité à fixer des cerveaux en leur sein. Mais j'observe symétriquement, et pardon parce que je détourne un petit peu le sujet, que certaines universités ont gagné colossalement en attractivité en faisant le pari d'un investissement en cœur de ville. Et là, je prendrai un exemple que peut-être certains ici connaissent, c'est celui de l'université de New York University, université de seconde zone jusqu'aux années 80-90, qui a fait le choix d'investir massivement dans le sud de Manhattan pour acheter de l'immobilier et donc se développer dans ce cœur de ville-là, à un moment d'ailleurs où ce cœur de ville pouvait basculer d'un côté ou de l'autre, et a vu son attractivité croître énormément,
et gagner des dizaines de places dans les fameux classements dont je parlais tout à l'heure, de telle sorte qu'aujourd'hui, Noyau est sans doute dans les 20 meilleures universités nord-américaines, ce qui n'était pas du tout gagné quand cette aventure a été lancée. Donc il y a un effet, disons, qui est réciproquement bénéfique pour la ville et pour l'université. Chacune y gagne, et le pari que nous faisons quand nous investissons dans des cœurs de ville pour les campus que nous avons la chance d'y avoir, c'est un pari de cette nature, apporter un instrument de rayonnement, mais aussi gagner en attractivité en tant qu'établissement universitaire. Pouvez-vous nous dire un peu plus de Sciences Po au Havre comme force d'attraction? Sciences Po au Havre, c'est une aventure qui a commencé en 2007, donc qui fête cette année son 13e anniversaire. Il faut toujours rendre à César ce qui est à César. L'idée de ce campus, c'est à l'actuel maire qu'elle est revenue. Il était à l'époque l'adjoint d'Antoine Ruffnacht, et c'est lui qui est allé parlementer avec mon prédécesseur pour le convaincre d'ouvrir un campus dans ces lieux. Il s'attendait à recevoir un accueil un peu frais de la part de Richard Descoings. Il a été accueilli à bras ouverts. Et l'idée a été de créer ici un campus de premier cycle, donc qui se destine à des étudiants qui viennent tous juste de sortir du lycée, qui offre la formation pluridisciplinaire en sciences sociales propre à Sciences Po, mais avec un regard particulier sur les relations entre l'Europe et l'Asie. Pourquoi l'Asie? Parce que le Havre est le grand port que nous savons, et c'est la porte d'entrée, en effet, d'un grand nombre de flux qui nous viennent du continent asiatique. De sorte qu'aujourd'hui, le campus du Havre de Sciences Po abrite quelques 450 étudiantes et étudiants, dont 55% à peu près sont des étudiants internationaux, dont le tiers sont des étudiants asiatiques, là je parle de l'ensemble de la population, et cette ville qui ne figurait pas réellement dans la carte mentale des familles qui sont à Hong Kong, à Shanghai ou à New Delhi, soudain a émergé dans la conscience des parents et des élèves, et attire désormais des très bons élèves de l'ensemble des pays que je viens d'évoquer, en ayant bâti de surcroît des partenariats universitaires avec des grands centres universitaires dans le monde et des doubles diplômes qui nous permettent d'accueillir ici 2 ans au Havre, des étudiants qui ensuite iront passer 2 ans à Columbia, à New York ou bien à Berkeley ou à Vancouver, etc., etc. Et je pense que, j'ajoute juste un mot là-dessus, pour dire que le défi d'une implantation comme celle-ci, c'est d'arriver à conjuguer des échelles, au fond, à concevoir des échelles différentes simultanément. Là, ce que j'indique de ces jeunes qui viennent du monde entier, qui viennent au Havre, c'est l'idée d'une éducation qui se veut globale et qui s'adresse à des jeunes talentueux qui viennent du monde entier. Mais le défi consiste à réussir le pari de l'enracinement pour ces jeunes quand ils sont au Havre, ce que nous faisons de très nombreuses manières, en capitalisant sur la volonté d'engagement de ces jeunes, leur volonté de contribuer positivement au devenir des territoires qui les accueillent. Nous le faisons notamment dans le parcours de premier cycle avec ce que nous appelons le parcours civique, qui est en fait l'obligation de scolarité faite à nos étudiants de contribuer à travers des stages, à travers quelques heures offertes chaque semaine, à des activités d'intérêt général, directement aux côtés et au contact de publics en difficulté. C'est une manière parmi beaucoup d'autres d'être un acteur au sens plein de la vie de la cité. Et puis par ailleurs, un campus universitaire, c'est aussi un lieu qui accueille des débats. Par essence, c'est un lieu de vitalité démocratique. Et de ce point de vue, je crois qu'il a aussi un rôle à jouer très important dans une ville comme celle-ci. Je vais vous taquiner un peu, mais j'aimerais que les cours y soient un peu moins en anglais et un peu plus en français. Vous avez raison de vous préoccuper de la place du français, Jacques. Je crois que ce qui doit tous nous animer, c'est la volonté de promouvoir le bilinguisme. Et la francophonie, je crois qu'elle s'accommode mal de l'idée que pour venir étudier en France, il faudrait être c'est clair, francophone. Mais ce serait bien qu'en partant, ils parlent français. Et vous avez parfaitement raison, et nous nous y employons. Du reste, les étudiants qui sont dans la salle cet après-midi pourraient en témoigner. Nos étudiants qui arrivent en France, et notamment au Havre, sans parler notre langue, ça c'est normal, des cours de français, s'immergent dans des activités de la vie quotidienne au Havre, font l'objet d'un accueil. Ça, je salue d'ailleurs beaucoup cette initiative qui est remarquable par des familles havraises, un programme qui s'appelle Welcome Le Havre, lié à l'initiative littéralement de gens de la ville qui reçoivent les étudiants chez eux le week-end. Donc ils s'en vont du Havre, d'abord avec un amour très profond de cette ville qu'on voit se maintenir au fil des années. Ce sont des vrais ambassadeurs de cette ville et de sa région.
et avec, heureusement, une connaissance de notre langue et de notre culture qui leur permettent de se débrouiller à peu près dans notre pays. Merci infiniment, cher ami. C'est un grand plaisir d'être avec vous et cette école représente une des dimensions de la société positive puisqu'elle travaille par définition dans l'intérêt des générations futures. Merci beaucoup, Jacques. C'était une joie d'être là.